de React, de votre vie, c'est peut-être moins évident de suivre, mais si vous avez juste fait des tutos ou des apps toutes simples en React, ça sera très facile de suivre. Si vous faites beaucoup de React, vous allez probablement trouver ça assez simple, mais c'est volontaire. Ensuite, je vais vous parler, un certain nombre de points qui me semblent intéressants, quand on fait une app, React avec Rails. Quelques conseils à la fin. On verra en fonction du temps qu'on a. C'est parti, donc l'application que, j'ai fait aujourd'hui pour, le test, en fait, c'est une application toute simple avec un sign up. Je vais vous montrer, hop, un sign up très classique et c'est une application où je vais pouvoir, en fait, uploader des photos, de ce que je veux et changer mon profil. Voilà, donc c'est tout simplement ça qu'on va faire, ce soir avec un sign out, un sign up, enfin vraiment les choses de base. Quand est-ce que nous, on utilise React? Alors typiquement pas pour une application comme ça, mais c'est un peu simple. On l'utilise pour des applications qui vont être assez lourdes en termes d'interface, beaucoup de d'animation, beaucoup de manipulation de DOM. En fait, React, accélère beaucoup la manipulation de DOM. On l'utilise beaucoup pour les applications mobiles, notamment, Progressive Web App. Parce que c'est très snappy, c'est très réactif en fait, pour le mobile. On l'utilise pour les applications qui ont beaucoup de state en front, donc par exemple tout ce qui est process en multi-étapes, que vous voulez pas envoyer sur le serveur tout de suite, tout ce qui est des cases à cocher, des filtres un peu à combiner, dès qu'il y a beaucoup donc de state en front comme ça à garder. On l'utilise pour des applications où vous voulez faire du single page app, et ne pas changer de page. Donc par exemple, dès que vous avez un player audio, un player, vidéo et que vous voulez, changer de page sans interrompre, la lecture. Vous pouvez le faire avec Turbo maintenant, mais c'est pratique aussi avec React. En revanche, on va pas l'utiliser pour des apps type back office avec beaucoup de CRUD, beaucoup de formulaires, de création de modèles, update de modèles, ça sert vraiment à rien. On l'utilise pas non plus pour des apps très complexes en termes de process, de job, d'email, tout ce qui est un peu industriel, on va pas du tout utiliser React. En fait, la plupart des apps ont pas du tout, besoin de React, on marche très bien en Rails. Donc, on rentre dans le détail. Comment on installe React? Bon ça c'est connu, on utilise Webpacker. Le petit point, peut-être d'attention, on utilise la gemme React Rails. L'intérêt de React Rails, c'est ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, nous, on a un contrôleur, un seul contrôleur qu'on appelle généralement app controller, qui a une seule méthode qui est vide. C'est la racine donc de notre application qui envoie sur cette méthode et React Rails nous permet de rendre un composant React en Ruby, hein, vous voyez en bas à gauche, React Component App. Donc ça, c'est la partie un peu, front de notre Rails, donc vous voyez, c'est très léger. Si on rentre un peu dans le détail, donc l'authentification, il y a pas mal de façons de faire l'authentification en JavaScript. Nous, la particularité, c'est qu'on n'authentifie pas du tout côté JavaScript. En fait, on utilise tout simplement Device en Rails. Donc là, vous voyez mon contrôleur à droite et mes routes à gauche. Donc c'est très classique, hein, c'est Device, une gemme que vous avez probablement tous utilisée. On a du Authenticate User, on a nos paramètres, qui sont sanitisés et on a nos routes Device. Petite particularité, on fait un get pour le sign out. Ça permet de sign out directement avec un lien, sans avoir à passer par un delete, comme le fait Rails. Et donc ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en fait, toutes mes vues de, sign up, sign in, forget password, en fait, on les fait pas en React parce que celles de device sont très bien. Et donc je sais pas si vous savez comment fonctionne l'authentification device, c'est un système de cookies, qui est envoyé et de sessions sur le serveur et donc si le cookie qui est envoyé avec votre requête est le même que sur le serveur, bah, vous êtes authentifié. Il faut savoir, c'est que toutes les requêtes JavaScript que va envoyer votre navigateur, donc en Fetch ou en Axios, elles envoient aussi ce cookie. Donc en fait, vous allez être authentifié. Et donc nous, l'application React, elle est derrière cette authentification. On n'accède pas au React avant d'être authentifié, ce qui nous évite d'avoir à coder de l'authentification en JavaScript. Donc ça fait quelque chose d'assez simple. Le routing, donc là vous voyez mon routing Rails, donc il y a les routes device que je viens de vous montrer. On a des routes d'API, la particularité pour gagner du temps, c'est qu'on ne suit pas forcément un standard d'API comme OpenAPI ou JSON API. On utilise juste, les ressources en fait, Rails. Donc on essaye de calquer au maximum ce que Rails propose par défaut. Encore une fois, plus on est proche du standard Rails, moins on écrit de code, plus on va vite et moins on accumule de dettes techniques. Donc notre API en fait, elle suit, ressources pour les single resources, resources pour les multiple resources. Comme ça, on a du code qui est assez léger. Elle renvoie du JSON, mais on n'a pas besoin de le spécifier au niveau des routes parce qu'en fait, elle renverra que du JSON. Et la dernière partie de mes routes.rb, ben, c'est la racine qui va sur AppIndex et le petit truc que vous voyez à la fin là, en fait, c'est juste que ça catch toutes les requêtes autres, et ça les envoie quand même sur mon app React, à part les requêtes, Active Storage, pour pouvoir afficher les photos en Active Storage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a aussi du routing front.
Et donc là, pour le coup, tout le routing de l'app, on le fait en React. C'est potentiellement un peu lourd s'ils avaient beaucoup de routes, mais comme j'ai dit, nos applications, souvent, elles meurent avant d'avoir atteint un stade trop complexe. Donc ici, on utilise React Router qui est, donc un package React que j'aime bien parce que la syntaxe des routes est très similaire en fait à celle de Rails, donc on n'est pas trop perdu avec les params qui sont, notés avec un 2 points. On a aussi là, le navlink, c'est un lien qui, prend la classe active dès qu'on est sur la page, donc ça fait gagner pas mal de temps. Voilà, donc c'est un bon package de routing si vous ne connaissez pas. Les API elles-mêmes, donc j'en ai parlé un petit peu, ça c'est mon contrôleur pour l'API de mon user. En fait, je l'ai dit, les requêtes, JS sont authentifiées avec device, ce qui veut dire que côté, contrôleur, on a accès à notre current user et à partir de là, on va essayer de calquer au maximum un contrôleur, Rails, normal, en fait «classique» entre guillemets. Donc on renvoie juste du JSON. En revanche, on a les strong param, de manière assez classique, hein. On permit nos strong param on va récupérer pour les requêtes, par exemple patch, ici, si on veut patcher notre user. On a nos erreurs. Donc là, en cas d'erreur de validation, en fait, on renvoie le hash de nos messages d'erreur avec un statut et sinon on renvoie le current user. Un des principes qu'on a, c'est qu'en fait, toute route d'API va renvoyer en JSON la donnée qui a été modifiée. Donc là, j'update mon user sur le serveur et ben, je le renvoie à jour, ce qui va permettre à mon front de le mettre à jour. Ce qui est pas forcément un standard d'API, mais ce qui fait gagner beaucoup de temps, ce qui permet d'avoir des contrôleurs qui sont très légers. Comment on structure le JSON? Bah, on utilise une, gemme qui s'appelle Active Model Serializer. En fait, c'est un fichier à part, que je pourrais vous montrer après, qui définit en fait à quoi va ressembler mon user en termes de JSON, ce qui fait que j'abstrais, chaque modèle va avoir, sa sérialisation en JSON, ce qui permet ici d'avoir un contrôleur le plus simple possible. Côté front, côté front, vous avez ici le pendant de ce que je viens de vous montrer. Donc vous avez un state front qui est mon user, qui le set. Vous avez une petite méthode load user ici qui va, requêter mon API, requêter ma show. Comme je vous le disais plus tôt, en fait, nos requêtes, elles sont pas authentifiées. En fait, c'est Device qui les authentifie naturellement vu qu'on envoie le cookie. Donc on n'a rien besoin d'envoyer. C'est vraiment juste un get. On va utiliser Axios, plutôt que Fetch. Pourquoi? On y reviendra après, mais ça permet d'avoir une syntaxe un peu plus légère. Notamment, Axios va automatiquement, suivre la promesse du JSON. Donc vous avez directement, votre data, en fait, qui est du coup le JSON qui a été renvoyé par mon API. Donc ici, qu'est-ce qu'elle fait ma fonction? En fait, elle requête mon API, elle reçoit, le render, JSON current user de device et elle le set en front, heu, au chargement de la page, au début. Donc du coup, on va utiliser des promises plutôt que des async await. En fait, c'est plus lisible, dans notre cas, vous verrez plus tard aussi. Grosse particularité et alors là, souvent ça hérisse un peu les cheveux, c'est que du coup, vu qu'on renvoie le JSON tel quel, qui vient directement de notre modèle et ben, les keys, comme vous voyez en bas à droite, elles sont en snake case. C'est first underscore name et ça, on est en JavaScript, hein, on est dans le front. En fait, on fait pas d'interface entre le JSON et le state, c'est-à-dire qu'on va pas forcément transformer nos keys en autre chose. Pourquoi? Parce qu'on garde le snake case partout dans le front, pour tout ce qui vient du modèle et ça veut dire qu'après quand on va renvoyer notre user à l'API, par exemple pour le patch, on n'a pas besoin non plus de transformer les keys dans l'autre sens. On les garde en snake case, c'est un peu bizarre, mais ça fait gagner énormément de temps, quand on écrit du code. Et tout ça, ça nous permet de faire des formulaires. Pour les formulaires, je vais vous faire un petit live code, donc je vais vous recoder ce formulaire-là. Donc c'est mon formulaire qui permet de mettre à jour, mon utilisateur, en temps réel. Donc là, imaginons que je m'appelle Paul, hop, c'est un formulaire, voilà, d'update assez simple. Donc en React, si vous avez déjà fait des formulaires en React, surtout, sur une app assez simple, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les control components. Donc c'est quoi un control component? Et ben, par exemple, là, j'ai un input, type text et en fait, je vais lui donner une value et sa value, ça va être une variable, en JS. Donc si vous avez jamais vu ça, ça s'appelle un control component. Donc là, je crée une variable qui est en fait dans mon state, qui au début va être vide. Donc j'ai first name et je peux la modifier avec cette first name et en fait ici, je vais dire value égale first name. Hop, je vais aller sur ma vue et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai un super input. Donc en fait, quand je tape dedans, il ne se passe rien parce que, la value, elle est fixée par mon React. Donc en fait, on met un onChange ici et en fait, à chaque fois que je vais taper, ça va déclencher l'event onChange et qu'est-ce que ça va faire onChange? Ça va être set first name égale event.target.value
Ouais, donc ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément, en React, enfin des versions un peu plus abstraites évidemment, là c'est très brut, mais c'est donc un control component, c'est donc un composant qui est 100 contrôlé par son state. Donc là, quand j'écris et ben, en fait, la valeur, que j'écris, elle est stockée dans mon state first name. À quoi ça sert de faire ça? Ben, ça sert, mettons que je veux, soumettre ce formulaire, hein, avec juste le prénom. Bah, ici, je vais créer un petit bouton et quand on va cliquer sur ce bouton, on va sauvegarder, envoyer une requête, à l'API qui va sauvegarder le user. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait assez souvent. Donc ici, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction handle save? Et ben, elle va faire tout simplement ce que je vous ai montré plus tôt, une requête en patch à mon API. Et qu'est-ce qu'elle va envoyer comme paramètre, comme payload avec cette requête? Et ben, souvent un objet qui va être transformé en JSON, qui va être en fait, donc mon payload. Donc en l'occurrence là, il faut qu'il soit snake case parce que, ben, mon contrôleur, il attend des paramètres snake case. Voilà. Petite particularité, parce que si je soumets, ça va pas marcher. Si vous allez dans un contrôleur d'API ou si même vous allez dans application controller, vous verrez que, enfin d'ailleurs on va essayer de le soumettre et vous allez voir. Simple. Là, j'ai mon front, j'essaye de soumettre, save et j'ai une erreur. L'erreur, c'est quoi? Si on regarde, c'est invalid authenticity token. Donc, la plupart d'entre vous le savent probablement. En fait, Rails insère dans votre head un CSRF token. Donc en fait, c'est un token qui permet de sécuriser, la requête et s'assurer que la requête vient bien du site, en question et pas d'un autre site qui en fait requêterait, votre site. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? En fait, il faut dans une requête JS, il faut l'intégrer dans les headers. Donc il y a un petit header, ça il faut le savoir. La première fois qu'on fait une requête en JS, on la prend à ses dépens. Donc en fait, on insère le token en header dans la requête. En l'occurrence, moi, je le récupère directement depuis mon HTML. Voilà. Donc je fais juste un document query selector et je récupère en fait mon meta tag qui a été généré par, par Rails en fait. Rails le génère sur toutes les pages, un meta tag avec le CSRF token. Ça, ma requête maintenant, si je la tape, je pense que je suis bon. J'écris Pierre, la requête est partie. Si je recharge, vous voyez que mon nom a bien changé. Donc ça, c'est top. On a fait un formulaire et on l'a soumis à une API, Rails et c'est quand même assez simple. Sauf que ça, il y a un jour où, vous allez vouloir envoyer un input qui ne sera pas un type text, qui sera un type file. Et souvent, en React, la première fois qu'on se retrouve à devoir faire un input type file, on est bloqué. Parce que pour le coup, la value d'un input type file, je ne peux pas la stocker en state. C'est pas une string, c'est, un objet, de type fichier en JavaScript. Donc comment on fait? En fait, la particularité, c'est que ce payload, il est envoyé en JSON et ben, le JSON, ça supporte pas, les fichiers. Le JSON, c'est juste une string. Donc là, en React, souvent, quand vous allez voir des tutos ou que vous êtes débutant, vous allez, transformer votre, fichier en base 64. Ça, je l'ai déjà fait, j'avoue et vous allez envoyer cette string base 64 sur le serveur et puis après, ben, côté API, il va falloir, ben, récupérer cette base 64 donc le décoder. Donc vous allez avoir peut-être un params qui s'appelle, base 64 file et puis il va falloir le décoder en fichier et puis il va falloir, faire un là on utilise Active Storage donc il va falloir faire attach IO, enfin essayer de passer un IO depuis le base 64 et cetera. Sauf que ça fait beaucoup de logique côté contrôleur. En fait, Rails par défaut, comment il fonctionne Active Storage? Ben, il a juste un paramètre picture, qui correspond, si vous allez dans votre modèle, à mon attachment, Active Storage picture et ça marche très bien avec un formulaire, HTML. Pourquoi ça peut pas marcher avec un formulaire JS? Bah, en fait, si vous regardez comment fonctionnent les formulaires HTML, ils envoient pas du JSON évidemment, ils envoient autre chose. Ils envoient du form data. Form data, c'est accessible aussi en JavaScript. Donc en fait, tout simplement, au lieu d'envoyer du JSON, faites un nouvel objet form data, voilà, et vous le passez ici. Et Axios le gère très bien. Et la particularité de form data, c'est un objet sur lequel vous allez pouvoir rajouter des keys. Je vais faire formdata.set, first name
égale first name et donc vous remplissez votre form data. Sauf qu'en fait, la particularité de form data, c'est que vous pouvez lui passer directement votre formulaire et il va automatiquement lire le HTML et en récupérer les, champs. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, quand on fait un formulaire en React, c'est qu'on utilise quand même la balise form, juste on lui passe rien du tout, pas de méthode, pas d'action et on va lui mettre un onSubmit et en onSubmit, on va passer notre fonction de save. Donc elle est pas en onClick sur le bouton, elle est en onSubmit sur le form. Du coup, ben, mon form, en fait, je peux le récupérer directement avec event.target ici. Donc là, en fait, vous avez new form data, ça va composer un objet de type form data à partir de mon formulaire. Bah, il va juste falloir qu'il ait les names, sinon il ne va pas pouvoir nommer mes keys. Ici, je rajoute name first name et à partir de là, en fait, on se rend compte qu'on n'a plus besoin du tout d'avoir value ni onChange. On n'a plus besoin d'un control component parce que le state, on l'utilise pas. En fait, notre form, il a pas besoin d'aller lire le state.js, il va directement lire le HTML. On n'a pas besoin de stocker cette valeur, dans le state. Donc on se réduit du state, on gagne en performance. Voilà, donc ça, c'est un formulaire, qui est soumis en JS, mais qui, utilise en fait exactement la même chose que, votre navigateur et à partir de là, et ben, vous pouvez utiliser un input type file. Je vais vous montrer. Hop, ça c'est mon formulaire. Encore une fois, j'écris un prénom, je mets une jolie photo de profil. Je crois que j'en avais une sur mon bureau. Je le soumets et voilà, j'ai ma photo de profil qui s'est uploadée automatiquement à Active Storage. Côté contrôleur, j'ai rien changé. C'est du contrôleur Rails hyper standard. Bon, je vais vous montrer la version un petit peu plus aboutie de ce formulaire. Elle est ici. On va la dérouler ensemble. Donc, là, on a notre user. Ça permet de le mettre à jour automatiquement quand on reçoit la réponse depuis le serveur. On a un loading state, ça permet de mettre de désactiver le formulaire pendant qu'il est en train d'être soumis. On a du progress qui va de 0 à 1, ça permet d'indiquer une barre de chargement et on a des erreurs. Je vous explique en détail. Donc ça, c'est ma fonction, toujours ma fonction qui soumet mon formulaire, donc c'est la même. Il y a un petit event prevent default pour éviter que le formulaire se soumette nativement en HTML. Bon, le set loading, donc on passe quand on clique sur le bouton, on passe le formulaire en loading. Et là, on retrouve ce qu'on vient de coder, donc le patch new form data event target, notre header XSCRF. Quelque chose de nouveau que je ne vous ai pas montré, Axios embarque nativement onUpload progress, qui est en fait l'API de gestion de progression d'upload de votre navigateur, qui est assez bien fichu sur les navigateurs modernes. Donc si vous avez un fichier un peu lourd, en fait, vous allez pouvoir avoir cet event et ben, là, en l'occurrence, on set une barre de progression, qu'on affiche plus bas dans le formulaire, hein. Elle est affichée ici. Hop, avec un petit outil progress, hein, qui est donc une, balise HTML native. Quoi d'autre? Eh ben, on a la promesse qui revient, donc on met à jour notre user avec la réponse depuis le serveur et on a les erreurs. Ce qu'il faut savoir et c'est pour ça qu'on l'utilise en fait, Axios va, catch, automatiquement tout ce qui n'est pas du réponse status 200. Tout ce qui va être 300, 400, 500, ça va rentrer dans catch, ce qui est pas le cas de fetch, la fonction, native de votre navigateur. Et donc en fait, je vous ai montré plutôt que quand on avait, une erreur de validation côté Rails, on renvoyait en JSON les messages d'erreur. Messages d'erreur qui ont été définis, en fait, tout simplement dans le modèle avec des validations. Donc là, on a un presence sur first name, last name, email avec des petits messages, qui ne sont pas localisés des petits messages d'erreur. Donc tout ça va être envoyé par notre API en cas d'erreur de validation. Tout ça va être catch par Axios et va directement l'injecter dans notre state et on va avoir un petit objet errors en front. Et en fait, tout simplement, ce errors, on le passe dans la vue en cas d'erreur. Et donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Si je vous montre mon formulaire, si ici, j'oublie de mettre un prénom, en fait, j'ai mon message d'erreur qui s'affiche. Ça, c'est pas de la validation front, c'est de la validation back. C'est renvoyé depuis mon contrôleur, renvoyé depuis mon modèle, c'est tout simplement mes validations Rails que j'affiche dans un contrôleur, heu, dans un formulaire en React. Pareil pour la profile picture, si elle n'est pas là, elle va avoir une erreur. Et donc ça, c'est le formulaire, donc un formulaire React qui va gérer les erreurs, qui va gérer les fichiers
et qui va gérer, un progress. Alors là, je suis en local, donc c'est quasi instantané. Et si vous le faites en ligne, vous verrez qu'il y a une barre de progression qui montre le niveau d'upload. Donc voilà ce que je voulais vous montrer un peu sur les formulaires, la façon dont on gagne du temps. Pour résumer, donc on utilise assez peu les control components, donc on évite le value et onChange. On laisse en fait tout simplement notre navigateur gérer son input, ce qui veut dire qu'on soumet les formulaires avec form data plutôt que des payload JSON, ce qui nous permet d'avoir des fichiers. On inclut le petit, CSRF token, ça arrive parfois, vous voyez des tutoriaux qui vont le skip, en fait, qui vont, enlever la protection côté, contrôleur parce que, c'est plus simple, mais en fait, vous perdez en sécurité. Alors que si vous l'incluez, ben, vous gardez la sécurité du CSRF. On utilise le snake case pour les names de nos inputs, comme ça, côté contrôleur, on est hyper, standard, Rails. On a le on upload progress dont je vous ai parlé. Et on renvoie en fait en JSON les erreurs, de validation Rails, ce qui permet de ne pas coder de la validation front. Donc voilà, c'est un peu des petites techniques pour, gagner beaucoup de temps et faire du code qui est assez léger. Je crois que j'arrive à la fin de mon temps. Un dernier point que je voulais adresser, c'est en React, on a souvent des questions de state management au niveau global. Donc en fait, comment on garde du state entre les différentes pages de notre app. Non, on va jamais utiliser de librairies comme Redux ou React Query qui permettent de faire ça, parce que c'est quand même assez lourd. On utilise juste, Context qui est, nativement dans React en fait, donc ça permet de partager par exemple notre user entre différentes pages. On va charger en fait en contexte uniquement, ce qui est, utilisé sur toutes les pages, donc le user, les settings, les notifs. En revanche, ce qui est spécifique à une page, par exemple les photos ici, on va uniquement, les, charger dans ce composant-là. Ça évite, ce petit truc que vous voyez souvent dans des apps, React, c'est le petit use effect load all the things, c'est-à-dire, vous arrivez sur l'app et en fait, au chargement de l'app, on requête, allez 8 € ta API et en fait, on charge toute la data comme ça, on est sûr qu'on l'a, et on la met dans le store, Redux, donc ça, on essaye d'éviter. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc, pour résumer, juste quelques apprentissages, en fait, un peu quelques principes que moi je me donne quand je code comme ça en React sur une appraise. La 1re chose, c'est d'éviter de recoder les fonctionnalités du navigateur. Vous avez des gens brillants, qui développent en fait, vos API de navigateur. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de navigateurs qui sont à jour. Alors oui, il y a encore du legacy sur les API de navigateur, mais il y en a qui fonctionnent très bien. Un input, ça fonctionne, on tape dans un input, ça écrit. Pourquoi on aurait besoin de passer par la mémoire JavaScript pour écrire dans un input? Pas forcément. À l'inverse, ben, si vous choisissez un package, ce qu'il faut savoir en front, c'est que, ben, évidemment, tout package que vous ajoutez dans votre application, ça coûte de l'argent à votre utilisateur parce qu'il va devoir utiliser la data sur son téléphone ou sur son ordinateur pour le télécharger. Alors, c'est pas beaucoup. Par exemple, Axios, je crois que ça fait 4 kilos, donc c'est un package qui est évidemment qu'on va l'utiliser parce qu'on gagne beaucoup de temps. Mais après, il y a des packages qui sont plus ou moins gros, donc choisissez-les avec attention, surtout s'ils recodent des fonctionnalités du navigateur. Mais du coup, une fois que vous avez choisi un package ou un framework, ben, appuyez-vous dessus. Parce qu'un principe que moi j'aime beaucoup, c'est de dire, moins vous écrivez de code, moins vous avez de dettes techniques. Donc en fait, appuyez-vous sur le framework parce que le framework, lui, pour le coup, il est déjà testé, il est déjà solide. Donc en fait, plus vous êtes proche du framework, plus vous êtes proche de plus vous utilisez ce qui est codé dans le framework plutôt de le réécrire de la logique vous-même, ben, plus vous réduisez votre risque d'erreur et donc votre dette technique. Et enfin, dernier principe, bah, le dry, en fait, ça marche aussi entre le front et le back quand vous êtes sur une app comme ça qui est très, intégrée en monorepo. S'il y a quelque chose qui est codé en back, il n'y a pas besoin de le répéter en front, hein, c'est de la duplication logique. L'exemple ici, c'est les validations. Si votre validation back marche et les validations Rails, on sait qu'elles sont très puissantes, très pratiques, et ben, utilisez-les pour, valider le formulaire. Ne recodez pas par-dessus la validation, front. En tout cas, c'est du temps perdu. Donc voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous ai mis quelques articles. Donc il y a un bouquin, de, Pragmatic Programmer qui est en cours d'écriture, qui s'appelle Modern Front-End Development for Rails, qui a tout un chapitre sur React notamment. Ce deuxième article très pratique si vous commencez à avoir des problèmes de perf sur vos apps React, en fait, c'est toutes les règles qui font que React va re-render le DOM ou pas. Ce qui est un peu le problème de performance en React, hein, évidemment, c'est qu'il n'arrête pas de re-render tout le HTML pour n'importe quel changement. Et un petit exemple, des fonctionnalités avancées de Rails, en l'occurrence Action Cable, qui marche assez bien avec React, une fois qu'on plonge dedans. Merci beaucoup, pour votre attention. On arrive à la fin. Peut-être le petit mot de la fin, évidemment, tout ce que je vous ai montré sur une app qui est extrêmement simple, qui a 2 modèles, dont un qui est le user, qui a, 5 routes d'API, donc évidemment, ça paraît très simple.
Dès que vous avez une app qui va se complexifier, il va falloir mettre un peu d'abstraction, notamment côté React. Il va falloir, changer un peu les choses. Donc tout ce que je vous ai montré, évidemment, ne marche pas, pour une app de taille énorme, mais nous, en tout cas, ça nous fait gagner énormément de temps et on va quand même assez loin avec, cette approche, hyper succincte, en fait, hyper frugale, du React et en fait, c'est parce qu'on utilise Rails qu'on peut avoir du React aussi simple. Donc en fait, il y a vraiment une complémentarité entre les frameworks, moi, je trouve. Merci. Je vais donc rendre la ah non, je vais prendre les questions, je sais plus. Oui, juste avant, de nous quitter, je crois qu'il y a eu quelques questions dans le chat. Merci, Pierre, pour cette présentation, déjà. Et oui, Alors je te laisse attendez, répondre. je lis les questions. Comme ça. Alors, il y a une extension à Axios ou autre qui permet de faire des patchs à la raise. Alors non, en fait, Axios, si vous faites axios.patch, il fait une méthode en patch. J'ai jamais essayé en put. J'avoue, je me suis jamais posé la question, mais ouais, ça gère le patch. Voilà. Effectivement, il y a un package Axios on Rails qui met le CSRF token par défaut. Là, je vous l'ai montré un peu en brut pour que vous sachiez qu'il existe. Évidemment, on va pas réécrire, ce header, hyper verbeux dans chaque requête, hein, dans chaque, moi généralement je mets ou bien une fonction dans un coin qui le récupère ou bien effectivement un package. OK, je regarde d'autres questions. Je préférais la photo de renard. Effectivement, il y a beaucoup de photos de renards dans mes apps. Les messages d'erreur en YAML, oui, là, je vous ai montré des messages d'erreur évidemment en brut pour, simplifier la démo, mais évidemment, on veut les mettre dans le YAML, hein, tout ça, notamment, pour la localisation anglais, français ou autre. Là, c'était vraiment pour simplifier. Hem Et alors, il y a une petite question sur les serializers. Je vais vous montrer mon serializer, je vous l'ai pas montré effectivement. Donc un serializer, ça ressemble à ça. Hop. En fait, c'est une classe user serializer qui définit les attributs et là, vous voyez que j'ai une fonction un peu spéciale pour générer l'URL de ma profile picture parce que, il gère pas par défaut le Active Storage. Moi, la raison pour laquelle j'utilise Serializer, c'est que ça marche aussi bien pour les collections que pour les ressources seules. Donc par exemple, là, si vous regardez mon API de photos, ici, je peux faire render JSON current user.photos, ça va utiliser mon Serializer. Mais ça marche aussi si je faisais, juste la photo, toute seule. Si je faisais, render, JSON add photo. Voilà, en l'occurrence, j'ai été un peu brut, je renvoie 100 de mes photos à chaque requête, que ça soit un create ou un destroy. Je vous ai pas montré la partie photo, mais j'ai codé le petit destroy qui marche bien. C'est pour ça que j'utilise les serializers, ça me permet de les mettre dans un fichier à part. Je trouve que souvent, sinon, on le met dans le contrôleur et on est un peu perdu. J'utilise jamais JSON Builder parce que je déteste la syntaxe de JSON Builder, je préfère avoir une classe et je sais que sinon vous avez JSON Builder nativement pour le Rails et donc dernière question, React versus Stimulus. Moi j'adore Stimulus, j'adore Hotwire, mais l'année dernière j'ai passé 1 an à développer une app assez complexe et je me suis mis le challenge de la développer 100 en turbo, plus Stimulus et en fait je me suis cassé les dents sur des soumissions de formulaires, notamment sur du state front en multipage et cetera. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à résoudre des problèmes en stimulus, et avec du HTML over the wire. J'adore ça, mais au final, c'est une app que j'ai réécrit en React et en fait, j'ai résolu tous mes problèmes comme ça. Donc je pense qu'il y a un niveau de complexité front, notamment quand vous avez beaucoup de boutons à cliquer, beaucoup d'étapes dans un process, où vous allez atteindre un peu la limite du stimulus, heu et du live de Hotwire. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci pour cette présentation et puis bonne soirée à toi. Bonne soirée et bon courage pour, la vôtre. Merci. Du coup, je vais rappeler tout de suite,